Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Cette vidéo est la deuxième partie de l'interview que j'ai fait avec François Asselineau jeudi dernier. Si vous n'avez pas vu la première partie qui était consacrée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je vous mets un lien dans la description et dans cette vidéo pour que vous puissiez ainsi aller la voir. Dans cette partie, on va parler de l'OTAN, de l'Europe et de la place que doit avoir la France dans ces deux entités. On va également parler des élections présidentielles puisque François Asselineau est candidat. Les temps forts de cette vidéo, comme ceux de la première partie, sont aussi disponibles dans ma chaîne secondaire DME. Je vous mets également un lien dans la description et ici pour que vous puissiez aller les voir sur cette chaîne. Très bien. Alors, moi, j'aimerais revenir sur un point qui est dans votre programme, mais que vous avez évoqué déjà une ou deux fois. C'est la sortie de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Mais bon, peut-être que je me trompe. Mais on voit qu'appartenir à l'OTAN, malgré tout, c'est une sécurité. Moi, jusqu'ici, je ne voyais pas l'intérêt de l'OTAN. Et puis, l'Ukraine envahie me dit, finalement, c'est pas mal d'être protégé par le voisin américain ou les autres pays membres de l'OTAN. Donc, est-ce que, justement, cette crise ukrainienne ne nous montre pas l'intérêt de l'OTAN et de faire partie de l'OTAN? Et la deuxième phase de la chose qui est l'Union européenne, est-ce que vous n'avez pas peur qu'une sortie de l'Union européenne ce soit une sorte de suicide économique pour la France? Moi, je suis contre l'OTAN, je n'ai pas d'avis tranché parce que je n'ai pas de compétences en géopolitique, du moins pas assez grande pour avoir un avis tranché. Sur l'économie, par contre, je suis plutôt compétent et j'ai peur, enfin vous avez fait HEC, donc vous l'êtes aussi, mais j'ai peur malgré tout que la sortie de l'Union européenne, ça soit un suicide économique pour la France. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ces deux points et voir justement comment, dans votre programme, vous arrivez à articuler ça pour des gens comme moi qui peuvent avoir peur de l'un comme de l'autre. Alors, premièrement, vous dites l'Union européenne et l'OTAN, ce n'est pas la même chose. Factuellement, vous avez raison. Ce sont deux traités différents. Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 qui crée l'OTAN, d'un côté, et puis le traité de Rome du 25 mars 1957 qui crée le marché commun, et puis tous les traités ultérieurs qui vont empiler les dispositions avec le traité notamment l'acte unique de 1986, le traité de Maastricht de 1992 qui transforme le marché commun en une Union européenne, c'est-à-dire un État à vocation fédérale, même si on ne dit pas trop le mot. Et puis après, il y a eu le traité d'Amsterdam qui a transféré encore des pouvoirs, notamment en matière migratoire. Et puis le traité de Nice qui a rompu, notamment avec l'équilibre qui faisait partie des dogmes fondateurs, l'équilibre absolu entre la France et l'Allemagne. À partir du traité de Nice, on accepte que les Allemands aient plus de députés, par exemple, au Parlement européen que les Français. Et puis on arrive à la Constitution européenne de 2003, 2004, 2005, le référendum français qui dit non, et ensuite le traité de Lisbonne qui reprend la Constitution européenne en simplement changeant le nom. C'est-à-dire, au passage, c'est une forfaiture, puisque depuis le 29 mai 2005, lorsque 55% des Français, dont moi, ont voté à 55% contre la Constitution européenne, la moindre des choses, si l'on était en démocratie, c'est que l'on aurait dû remettre sur la table tout l'édifice. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une opération de maquignon, de dessous de table. En définitive, 3 ans après, on a fait le traité de... Enfin, pas vous ni moi. On nous a dit le traité de Nice, le traité de Lisbonne, c'est formidable, ça va permettre de résoudre les problèmes. En fait, c'est exactement la Constitution européenne dont on a enlevé deux ou trois éléments, notamment le mot constitution. Alors, c'est vrai que ce sont deux choses différentes. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, elles ont vocation l'une et l'autre, elles poursuivent le même objectif. Le même objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce d'entité étatique sous domination américaine. C'est évident pour l'OTAN, puisque l'OTAN, le secrétariat de l'OTAN se situe, alors le siège de l'OTAN est à Bruxelles, mais le secrétariat de l'OTAN, l'entité à laquelle il faut s'adresser si on veut sortir de l'OTAN,
en vertu de l'article 13, je crois, du traité, c'est le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et tout le monde sait, bien entendu, que l'OTAN est tenue à bout de bras par l'armée américaine, par les financements américains, par la pensée américaine, par le gouvernement des États-Unis. Donc c'est une domination militaire qui ne dit pas trop son nom. L'Union européenne, elle, est présentée d'une autre façon. Elle est présentée comme si c'était, depuis la fameuse déclaration Schuman, comme si c'était une émanation de la volonté de peuples d'Europe. En fait, ceci est une présentation pour les foules, mais en réalité, ça a été conçu aux États-Unis d'Amérique, et selon un stratagème, alors là, je renvoie vos auditeurs à la conférence que j'ai faite qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», où j'ai montré que c'est un ancien stratagème chinois qui consiste à forcer des entités, des armées ou des États de plus en plus à les mettre dans une espèce d'union sans queue ni tête pour qu'ils fassent quelque chose. Le résultat, c'est l'anéantissement de tout. Ça s'appelle le stratagème des chaînes, c'est un des 36 stratagèmes chinois. Qu'est-ce qui se passe depuis 1957, depuis le traité de Rome ? On voit que ce qui était le marché commun qui, depuis 1992, est devenu l'Union européenne, eh bien, c'est une structure où il y a de plus en plus d'États qui arrivent, et plus il y a d'États, plus le système se bloque, se prend en mayonnaise, parce que les intérêts sont trop disparates, trop contradictoires. Et donc, en fait, on aboutit à quelque chose qui est quasiment toujours incapable de prendre des décisions, sauf lorsqu'il y a le grand frère américain qui donne le là à tout le monde, ce que l'on a vu ces jours-ci, puisque d'un seul coup, alors là, tous les pays d'Europe se mettent d'accord pour obéir au grand frère américain sur les questions de défense. Alors, l'OTAN, je crois avoir expliqué, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. De Gaulle, en 1965, je crois, ou 66, dit à Alain Peyrefitte, qui est son ministre de l'Information, qu'il l'a noté puis écrit dans un ouvrage formidable qui s'appelle « C'était de Gaulle », qui est paru dans les années 70, à la fin des années 70 du XXe siècle, où Peyrefitte racontait tous les échanges qu'il avait eus en tête-à-tête avec Charles de Gaulle dans son bureau pendant plusieurs années. Et de Gaulle dit à Peyrefitte, donc dans les années 65-66, je ne sais plus, il dit « Lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra disparaître ». C'est pauvre que de Gaulle avait anticipé que le communisme s'effondrerait. Bonne anticipation. En revanche, quand il dit l'OTAN devra disparaître, de Gaulle, là, pour le coup, et par ailleurs est un génie politique et militaire quand même, mais sur ce coup-là, il n'a pas vu le coup, parce qu'il n'a pas perçu à quel point, en fait, les pays occidentaux, les pays d'Europe de l'Ouest, seraient mentalement colonisés par les États-Unis d'Amérique, avec notamment tout ce que de Gaulle n'a pas vu arriver, c'est-à-dire le soft power. Le cinéma, l'American Way of Life, la musique, la mode, etc., tout l'univers mental dans lequel nous baignons. Et je m'adresse ici à toutes les personnes qui m'écoutent. Lorsque vous voyagez dans le monde, vous voyez, lorsque vous arrivez dans le monde arabe, par exemple, ou en Inde, il y a un premier choc que vous avez, mais c'est presque inconscient, c'est que vous n'avez plus les mêmes musiques. On a changé de zone civilisationnelle. Dans le monde arabe, vous n'avez pas le même genre de musique. Dans le monde indien, vous n'avez pas le même genre de musique, non plus le même genre de film que dans les pays de l'OCDE, l'Asso-Sensu, les États-Unis, le Canada, toute l'Europe de l'Ouest, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée. Tous ces pays ont été en fait colonisés par les États-Unis d'Amérique. Alors l'OTAN, normalement, donc d'après de Gaulle, aurait dû s'effondrer. Et lorsque, en 1991, eh bien, l'Union soviétique s'est désintégrée et le pacte de Varsovie aussi, puisque le pacte de Varsovie avait été la réponse faite en 1953 par l'Union soviétique avec ses satellites face à la menace de l'OTAN. Au lieu de disparaître, l'OTAN, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est renforcée. L'OTAN, au lieu de dire il n'y a plus de menace soviétique, on ferme boutique, non. En fait, c'est renforcé par l'adjonction de tous ces pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, etc., les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui ont intégré l'OTAN. Ce qui est le contraire même du bon sens, puisque le traité de Varsovie s'effondrait. Si l'on avait été dans une période où les gens cherchaient réellement la paix, on aurait pu dire, voilà, l'OTAN disparaît aussi et on s'en remet au processus onusien de règlement des différends. Mais c'est pas du tout ce qui a été voulu, ce qui prouve que du côté américain et du côté euro-atlantisme, du côté américain, il y avait derrière une volonté de pouvoir.
Il y a quelque chose qui est important dans la charte de San Francisco, si vous la relisez, qui fixe les obligations des États et l'objectif même de l'ONU. L'objectif même de l'ONU, c'est de bannir la guerre. C'est d'avoir des relations pacifiques entre les États et c'est notamment de respecter le principe fondamental de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Maintenant, les pays occidentaux passent leur temps à faire de l'ingérence, à donner des satisfecit ou des blâmes à tel ou tel pays qui ne leur convient pas. Moyennant quoi d'ailleurs, ils exigent des autres pays des choses en matière démocratique qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Je penserais par exemple à ces remarques de M. Macron qui fustigeait l'élection de Maduro au Venezuela au motif que l'opposition à Maduro n'avait pas eu assez de temps de parole dans les médias. J'en sais quelque chose, moi, puisque moi, en tant qu'opposant à Macron, j'ai 0,00% de temps de parole, sauf une exception rarissime. Donc, M. Macron, pareil sur cet exemple, ferait mieux de balayer devant sa porte avant que d'aller donner des leçons de morale à la planète entière. Et donc, en tout cas, pour en revenir à l'OTAN, l'OTAN s'est renforcée de ces pays, et puis l'OTAN, on le voit maintenant, essaie d'entrer en Ukraine. Alors, il faut quand même avoir une singulière conception de la géographie, si vous y réfléchissez bien, pour considérer que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ait son mot à dire sur l'Ukraine, l'Ukraine qui doit être distante des côtes de l'Atlantique Nord d'environ, je ne sais plus, peut-être bien 4000 kilomètres. Donc, on est quand même très loin. De la même façon d'ailleurs que lorsque les troupes de l'OTAN interviennent en Afghanistan, il faut vraiment être nul en géographie pour penser que l'Afghanistan est au bord de l'océan Atlantique. Ça veut dire que depuis lors, l'OTAN est devenue, dans la main des Américains et des dirigeants européisistes, une espèce d'armée mondiale du monde blanc, on peut dire, hein, du monde sous domination américaine, plus exactement, parce que alors, c'était un pays blanc, mais du monde sous domination américaine, qui s'est autoproclamé un peu le gendarme du monde, et qui d'ailleurs a tendance, en fait, à court-circuiter l'ONU, à rendre désuet le chapitre 7 dont je parlais. On ne parle plus beaucoup de casque bleu. Par exemple, normalement, si on voulait respecter les principes de la Charte des Nations Unies, eh bien, il y aurait dû avoir le cas des républiques de l'Est de l'Ukraine aurait dû être évoqué au Conseil de sécurité, et l'on aurait pu convenir, par exemple, qu'il y ait des casques bleus, donc c'est-à-dire des soldats de l'ONU qui émanent d'un certain nombre de nations du monde, mais qui portent l'uniforme des Nations Unies, qui eussent été établis entre les parties belligérantes au sein même de l'Ukraine. Ça aurait pu être quelque chose de concevable. Mais pour cela, encore aurait-il fallu, eh bien, par exemple, que les États-Unis donnent leur accord, puisque comme ils sont un des membres permanents, il suffisait qu'ils disent non, ça faisait le veto, et ça ne marchait pas. Voilà. Donc, l'OTAN est devenue désormais quelque chose qui risque de nous entraîner vers la guerre. Alors, vous m'avez dit, heureusement que l'OTAN est là. Ça, c'est la présentation qu'on nous fait dans les médias. Mais moi, je dis l'inverse exact, parce que, si vous y réfléchissez bien, l'OTAN est en train de nous pousser à la guerre contre la Russie. C'est un fait. Et l'Union européenne aussi, puisque je vais y revenir dans un instant, l'Union européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa politique étrangère est sous la domination de l'OTAN. On a vu cette chose sans aucun précédent dans l'histoire de la construction européenne. Hein. Depuis 65 ans, depuis le 25 mars 1957, on n'a jamais vu ça. La Commission européenne a décidé par elle-même de financer pour 450 millions d'euros, si j'ai bien compris, l'achat d'armes à envoyer à l'Ukraine pour qu'elle se batte contre les Russes. Alors, déjà, c'est complètement illégal au regard des traités européens que Mme von der Leyen annonce cela. Je rappelle que Mme von der Leyen n'a été élue par absolument personne, que ça n'est jamais qu'une fonctionnaire qui, normalement, est responsable devant les chefs d'État et de gouvernement. Donc déjà, ce premier point ne va pas. Deuxième point, il n'est absolument pas question dans les traités européens qu'elle puisse avoir le pouvoir d'acheter des armes pour en donner à une partie belligérante. Troisièmement, et c'est encore plus grave, moi, on m'a expliqué depuis que je suis petit que la construction européenne a vocation à assurer la paix par l'intermédiaire du commerce, par l'abaissement des frontières, par l'intégration dans un grand marché de produits. C'est ce qu'on nous a dit à tous. Hein. On nous a expliqué que l'antagonisme traditionnel entre la France et l'Allemagne pourrait être surmonté
par cette construction européenne avec un marché commun qui apprendrait à mieux se connaître, à favoriser les productions des uns et des autres, à s'entendre, à se rencontrer et donc à faire baisser les risques de conflit. Et si les gens pensaient vraiment, quand je dis les gens, ce sont les dirigeants européens, s'ils pensaient vraiment ce qu'ils disent, c'est-à-dire s'ils pensaient vraiment que c'est parce qu'il y a eu des directives sur le lait, des directives sur les engrais, des directives sur la taille des sièges de tracteurs, des directives sur des milliers de directives produites par la bureaucratie bruxelloise. Si les gens pensent que c'est grâce à ça qu'il y a la paix en Europe, ce qui, à mon avis, est complètement faux. Hein. S'il y a la paix en Europe, c'est parce qu'il y a eu l'équilibre de la terreur, tout simplement. Hein, c'est ça qui a assuré la paix en Europe. Si les gens pensent que c'est ça qui assure la paix, ça fait belle lurette qu'on aurait dû proposer à la Russie d'entrer dans le marché commun et d'entrer dans l'Union européenne, parce que je sache, la Russie est un pays européen, que je sache, c'est un pays avec lequel nous avons des risques de guerre. Donc on devrait, avant de faire entrer l'Ukraine, on devrait proposer à la Russie d'entrer. Sauf qu'il n'en est pas question, puisque d'emblée et dès l'origine, la construction européenne a eu vocation à s'opposer au bloc soviétique. D'ailleurs, les soviétiques, constatant ça, avaient créé un peu l'équivalent en miroir qui s'appelait le Comecon, qui était un marché commun des pays d'Europe de l'Est et qui a volé en éclats lui aussi avec l'effondrement du camp socialiste. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que si la France n'était pas dans l'OTAN aujourd'hui, elle pourrait, comme la Suisse, elle pourrait avoir des relations d'amitié avec la Russie, qui ne veut pas dire de sujétion, mais qui veut dire des relations d'amitié, et notamment elle pourrait, par exemple, négocier à très bas prix l'importation de gaz dont on a besoin. Elle ne serait pas mêlée à ces conflits avec l'Ukraine, parce que de vous à moi, franchement, est-ce que vous croyez que les Français, ils ont à se mêler de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? L'Ukraine étant une marge de la Russie depuis des siècles. En quoi ça nous concerne? Parce que ça fait, il y a des sujets comme ça qui sont mis en avant dans les médias devant le peuple français, comme d'ailleurs devant les autres peuples. Mais pourquoi celui-ci et pas d'autres? Pourquoi est-ce que les Français, on ne parle jamais des exactions avec des centaines de milliers de morts qu'il y a dans l'Est du Congo depuis des années? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe, ou à peine, de ce qui se passe au Yémen avec les Houthis, qui sont l'objet de bombardements d'ailleurs, avec de l'armement français? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi d'un seul coup, pourquoi on parle de Poutine qui serait un dictateur? Je ne dis pas que c'est un grand démocrate. Enfin, ce que je vois aussi, c'est que quand il y a des manifestations en Russie, elles sont moins sévèrement réprimées qu'en France, où il y a eu des éborgnés. Il faut quand même aussi dire les choses telles qu'elles sont. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la dictature de l'Arabie Saoudite, de la dictature de l'Émirat, du Royaume, maintenant du Bahreïn, il y a une famille royale qui met sous dictature tous ses habitants. La famille royale, elle est musulmane sunnite, les habitants sont chiites, ils sont brimés par la famille royale, personne n'en parle jamais. Les manifestations qui ont eu lieu il y a quelques années, les leaders de la manifestation, il y en a qui ont été emprisonnés à vie, condamnés à une prison à vie ou condamnés à 30 ans de prison parce qu'ils avaient manifesté. C'est ça l'émirat du Bahreïn. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est le siège de la 5e flotte américaine dans l'océan Indien. Voilà. Donc on pourrait multiplier à l'envi le nombre de cas qui montrent que, oui, bien certes, la question ukrainienne, c'est un problème, mais pourquoi d'ailleurs se scandaliser maintenant et ne pas se scandaliser depuis 8 ans que les populations russophones soient bombardées. Voilà. Il faut essayer de bien comprendre, de ne pas être le jouet des manipulations médiatiques de gens qui ont intérêt à nous faire entrer en guerre, ou en tout cas à nous pousser à des conflits avec la Russie. Et vous me permettrez de conclure sur cet aspect des choses en signalant que les États-Unis d'Amérique, ils sont à 8000, 9000 kilomètres, hein. Donc si d'aventure ça tournait vinaigre en Ukraine, si d'aventure les Russes commençaient à prendre la mouche et à commencer à nous donner des leçons en envoyant, non pas, j'espère, le missile à 12 ogives nucléaires, le Satan 2, parce que là il n'y a plus... Là, c'est réglé, oui. C'est terminé. Donc il n'y a plus... Bon, j'espère qu'on n'en est pas là. Mais ils ont tout un arsenal nucléaire. Il y a aussi des bombes nucléaires de tactique, d'ailleurs les Américains aussi. Des bombes à fragmentation ou des bombes nucléaires de faible intensité, mais qui, voilà, si la Russie voulait faire un exemple et dans une zone peu non peuplée,
balançait une petite bombe nucléaire à titre d'avertissement, c'est pas les Américains, ils sont à 9000 km. C'est d'ailleurs un problème, ce problème-là, qui est un vrai problème géostratégique du plus haut intérêt, et qui a été très évoqué dans les années 60 avec De Gaulle. Parce que vous aviez la pensée euro-atlantiste, la pensée atlantiste, qui disait, de toute façon, c'est super reposant, on est avec les États-Unis nous protégeront, donc on peut dormir du sommeil du juste. Voilà. Comme si les Américains, c'était sûr et certain qu'ils allaient s'interposer au cas où l'Europe occidentale serait attaquée. Au point, cette pensée a percolé dans les sphères occidentales, gouvernementales ou des cercles du pouvoir, ça a percolé à un point tel que les pays occidentaux de l'Ouest ont fini par ne pas respecter leurs engagements en matière budgétaire, ce que les Américains, à juste titre, reprochent, puisque les pays d'Europe de l'Ouest ne mettent pas la main à la poche suffisamment, et dans le budget de l'OTAN, la France y verse quelque chose comme 400 millions d'euros par an quand même, et également, c'est-à-dire ce qui manque en fait pour rénover toutes nos routes, hein, c'est comme ça qu'on donne tous les ans à l'OTAN. Et puis on a, il faut augmenter le PIB, les dépenses militaires qui doivent dépasser 2% du PIB. Donc les pays d'Europe de l'Ouest ne font pas cet effort, et les Américains protestent depuis des années et des années. Celui qui a le plus protesté étant d'ailleurs Donald Trump, mais les présidents avant lui faisaient pareil. Mais tout ça a été contrebattu dans les années 60 par De Gaulle, qui disait que, imaginons qu'il y avait une guerre nucléaire et que l'Union soviétique à l'époque intervienne en Europe occidentale. De Gaulle posait une question toute bête: est-il si certain que les Américains risqueraient leur peau pour sauver les Français et les Allemands? Est-ce que c'était si certain que cela? De Gaulle posait cette question et il en tirait comme conséquence que, comme on ne pouvait pas en être sûr, il valait mieux se protéger soi-même. D'où l'établissement d'une force nucléaire stratégique française nationale, avec une pensée militaire qui était dirigée erga omnes, c'est-à-dire contre tout le monde, contre tous les pays du monde. Alors bien sûr, les plans des stratèges français étaient plutôt orientés vers l'Est. On imaginait d'aventure que le risque viendrait d'une invasion venue du camp soviétique. Mais officiellement, la France se protégeait contre tout le monde et avait une politique de puissance indépendante et souveraine. C'était la pensée gaulienne. Alors maintenant, on en est toujours à la même situation. Maintenant, est-ce qu'on est certain que si demain les Poutine se bat en Ukraine et commence à envoyer ici ou là une petite bombe pour faire réfléchir, est-ce qu'on est si certain que les Américains vont intervenir? On est certain du contraire. Joe Biden a dit qu'il n'enverra aucun boy. Point barre. Voilà. D'ailleurs, reprenez au cours de l'histoire des 20 ou 30 dernières années, enfin, les Sud-Vietnamiens, ils ont été laissés tomber comme des vieilles chaussettes par les Américains. Les Cambodgiens, pareil. Les Afghans, pareil. Les Irakiens, pareil. Le nombre de pays où les États-Unis sont intervenus pour ensuite s'en aller en laissant les peuples qui ils avaient promis un soutien, en les laissant finalement dans le désarroi le plus complet, c'est légion. Le régime du Shah d'Iran, enfin tout, on peut multiplier à l'envi le fait que les Américains, au bout du compte, ne voient que leurs intérêts. On peut d'ailleurs ne pas le leur reprocher, parce qu'il faut être... Quand on s'occupe, si on veut avoir un propos de chef d'État, là je ne parle pas, c'est pas des propos à la Anne Hidalgo ou à la Jadot ou à la Valérie Pécresse, des gens qui ne connaissent rien à rien et qui prétendent diriger la France en se croyant dans un monde de bisounours. Voilà. On ne donne pas, il faut être extrêmement prudent, il faut avoir une bonne notion des rapports de forces internationaux et il faut toujours garder à l'esprit cette pensée capitale que De Gaulle résumait d'une façon, dans la vie du monde, la géopolitique, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Alors ça, c'est pour l'OTAN. Alors maintenant, il y a l'Union européenne. Voilà, je voulais vous y amener parce que pour l'OTAN, donc j'ai compris votre point de vue, que je ne suis pas loin de partager. Pour l'Union européenne, et notamment la partie économique de l'Union européenne, ma crainte, et je pense la crainte d'énormément de Français, c'est que, par exemple, si on quitte l'euro,
le franc s'effondre totalement puisqu'on est incapable. Enfin, on a un niveau de vie avec l'euro qu'on ne mérite pas parce qu'on a des dépenses publiques, une dette, une industrie qui sont complètement KO. Et du coup, le fait de repasser au franc risquerait de commencer avec une dévaluation. Enfin, c'est idiot de donner un chiffre, mais on va dire au moins 20% pour l'ensemble de nos avoirs, quoi. Donc tous les Français se retrouveraient 20%, voire plus, moins riches. Donc ça serait quand même assez catastrophique pour notre économie. Et donc quel est votre point de vue là-dessus ? Alors là, il y en a pour très très longtemps. Je vais essayer de ne pas être long. Je vais essayer de résumer de la façon la plus simple possible. D'abord, si vous voulez, les partisans du Brexit au Royaume-Uni avaient une invention ingénieuse. Ils avaient appelé les propos que vous tenez, ne le prenez pas mal, mais ce sont des arguments qui sont avancés très très généralement. Ils disaient que c'était Project Fear, c'est-à-dire le projet de la peur. C'est-à-dire que quand on évoque l'hypothèse de je meurs depuis 15 ans à des gens qui n'ont à la bouche que des propos pour terroriser les auditoires. Voilà. Disons, ça va être l'apocalypse, ça va être terrible, terrifiant, quelque chose comme ça. Bon, il faut quand même se pincer un petit peu et se dire, attends, est-ce que c'est si vrai que cela ? Est-ce qu'on peut avoir des exemples qui montreraient que c'est incontestable ou des exemples du contraire ? Moi, ce que je vois, c'est que au sein du continent européen, les pays les plus riches, selon l'indice de développement humain de l'ONU, c'est l'Islande, la Norvège et la Suisse, qui sont justement les 3 pays d'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Alors on va te dire c'est un hasard, oui, sans doute, peut-être un hasard, mais enfin, c'est un hasard gênant. Enfin, un hasard un petit peu gênant, puisqu'on nous a expliqué dans les années 50, 60, 70. Vous savez, les propos que vous tenez, moi j'en ai tenu j'en tiens un rayon. On nous a expliqué toutes les décennies, il y avait des tas de choses. Si on n'avait pas une Europe fédérale dans la minute, on serait rayé de la carte. Moi, je vois, au bout de 65 ans après le traité de Rome, voilà les 3 premiers pays selon l'indice de développement humain. Premièrement. Deuxièmement, vous avez ensuite, au sein même de l'Union européenne, vous avez des pays qui ont adopté l'euro et d'autres qui ne l'ont pas adopté. Or, il se trouve que ceux qui ne l'ont pas adopté, la Suède, le Danemark, plus les pays de l'Est, se portent mieux que ceux qui l'ont adopté. Ça aussi, c'est un peu gênant. Bon, on peut dire là aussi qu'on peut expliquer 50 000 fois, mais c'est quand même gênant. Je reviens, vous voyez, à des idées très simples. Troisièmement, d'un point de vue général, on nous explique qu'il faut être à la taille du monde d'aujourd'hui, des très grosses entités colossales, des choses comme ça, pour peser dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, je m'étais amusé un jour, et j'invite tous les gens qui m'écoutent à faire pareil. Vous prenez dans la liste, vous savez, vous allez dans toutes les listes sur les États du monde, et vous regardez les 10 ou 20 pays, ou 30 pays, mettons les 20 pays les plus peuplés du monde, les plus gros pays du monde, et puis vous prenez leur PIB. Et puis, vous prenez la même chose pour les 20 plus petits pays du monde. Et vous prenez leur PIB, vous accumulez ça, vous divisez par 8 ans. Vous allez découvrir quelque chose qui est quand même assez comique. C'est que le PIB par habitant est nettement supérieur dans les 20 pays les plus petits du monde que dans les 20 pays les plus gros. Là aussi, c'est gênant pour l'explication. On peut trouver 50 000, mais vous aurez parmi les plus gros pays, vous aurez la Chine, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, le Brésil, etc. Et puis dans les petits pays, vous aurez Singapour, Monaco, Andorre, le Liechtenstein, le Luxembourg, Antigua et Barbuda, etc. Et vous verrez, vous faites l'expérience, voilà. Alors c'est amusant. C'est quand même intéressant. Maintenant, on me dit, bien sûr, que si on n'a pas l'euro, ça serait la catastrophe parce qu'on dévaluerait. C'est justement ça qu'il faut. Le problème actuel de la France et des Français, c'est que leur niveau de vie ne cesse de baisser. Et il ne cesse de baisser. Prenez les statistiques de l'INSEE.
vous avez la pauvreté en France. Vous allez sur l'INSEE, vous tapez, il y a des graphiques sur la pauvreté et les pauvres et les très pauvres. Et vous découvrirez que le nombre de pauvres et de très pauvres en France, alors c'est 90% en dessous du salaire médian ou 80% en dessous du salaire médian, enfin c'est des définitions précises de l'INSEE, vous vous apercevrez que depuis 1945 jusqu'à l'an 2000, avec des hauts et des bas, mais il y a une tendance extrêmement nette à la diminution. C'est la période des 30 glorieuses, en définitive, qui est très très marquée, notamment dans les années 50, 60, 70. Ça se ralentit à la fin du XXe siècle. Mais vous noterez que depuis le tournant de siècle, le millénaire, depuis l'an 2000, eh bien, la pauvreté, la grande pauvreté, réaugmente en France. Ce sont des faits. De la même façon on s'est aperçu depuis maintenant depuis un an ou deux, que la mortalité infantile remonte en France. Augmente. Ouais. Bon. Vous savez que c'était le critère qu'Emmanuel Todd avait repéré, qui lui avait permis de prédire la fin de l'Union soviétique. On est donc face à un pays dont le niveau de vie, d'ailleurs, quand toutes les études, les sondages électoraux montrent que la préoccupation actuelle numéro 1 des Français, c'est leur niveau de vie. De façon plus générale, d'ailleurs, moi je vois des gens qui me disent si on sort de l'Union européenne, on va avoir des guerres. La preuve, c'est que non. La guerre, c'est l'Europe qui nous en donne en ce moment, qui envoie des armes de façon complètement inconséquente et inconsciente, irresponsable, d'envoyer des armes à l'Ukraine, au lieu d'appeler à la table de négociation. On nous dit, si vous sortez de l'Union européenne, vous allez avoir un effondrement de votre niveau de vie. L'effondrement du niveau de vie, c'est maintenant qu'il a lieu. C'est pas en sortant, on y est bien. On nous dit, si vous sortez de l'Union européenne, vous allez avoir une inflation, ça va être incroyable. C'est maintenant que ça se passe. Le dernier chiffre là qui vient de sortir montre qu'il y a une remontée très rapide de l'inflation dans les pays de la zone euro. On nous dit que si on est en dehors de l'Union européenne, on va faire des déficits inimaginables, que ça serait complètement irresponsable. Enfin, je sais pas, je me pince ou quoi? Les deux présidents qui se sont fait élire au cours des 20 dernières années sur l'objectif de réduire l'endettement public, nominativement Sarkozy et Macron, ont en fait été les deux présidents qui ont le plus fait bondir l'endettement public, et d'une façon complètement déraisonnable. Alors, Sarkozy, c'était au moment de la crise des subprimes, mais les choix qui ont été faits par Sarkozy, qui ont été de voler au secours des banques, sont des choix éminemment contestables. Moi, je fais partie de ces gens qui commencent. Je ne suis pas contre l'économie de marché, bien au contraire, mais je me dis que dans une économie de marché, on ne peut pas avoir des acteurs qui privatisent les profits et mutualisent les pertes. C'est-à-dire que quand les profits sont bons, c'est pour eux, et quand les pertes sont gigantesques, il faut que ça soit la collectivité nationale qui prenne ça en charge. Donc non, soit il faut laisser les banques faire faillite, soit si c'est vraiment des big players, comme on dit, c'est vraiment des banques qui risquent de déstabiliser toute une économie. Moi, je l'ai mis dans mon programme. Toute banque qui aura besoin de fonds publics pour être sauvée devra être ipso facto nationalisée. Voilà ce que je pense. Je ne suis pas contre les banques privées. Mais je dis, il ne faut pas exagérer. Alors, on nous dit donc que l'endettement public, ça serait la catastrophe. Mais Macron, lui, avec Macron, on est passé de 2400 milliards d'euros, 2400 milliards d'euros d'endettement à son arrivée à l'Élysée. Il va en partir, s'il en part, à 3000 milliards. 600 milliards d'euros, enfin, c'est incroyable. Alors, on nous dit, oui, c'est la pandémie. Mais attendez, excusez-moi, mais regardons autour de nous. Vous avez des pays, vous savez que les pays occidentaux, sur l'affaire de la Covid-19, se classent sur les 200 pays et territoires qui sont suivis. Vous avez des sites internet qui suivent ça au jour le jour, le nombre de morts par million d'habitants. Vous vous apercevrez que les pays occidentaux, en règle générale, et la France en particulier, font partie sur les 200 des 40 plus mauvais. En nombre de morts. Vous avez des pays, en revanche, qui n'ont pas du tout suivi les délires d'enfermement, de confinement, etc., et qui s'en sortent beaucoup mieux. Et pas besoin d'aller, d'ailleurs, chercher, notamment dans le sous-continent indien ou en Afrique, où pourtant c'est le cas. Mais par exemple, il suffit de se rendre en Suède. La Suède n'a absolument pas fait de confinement sur la Covid-19, très très peu, des mesures beaucoup plus légères qu'en France. Le résultat des courses, c'est qu'ils ont quelque chose comme 1400 ou 1450 morts
de la Covid par million d'habitants, alors qu'en France, on en est à 1850 ou 1900. Donc, on a peut-être 30%, 20% de morts en plus qu'en Suède, mais en plus de ça, les Suédois, il n'y a eu aucune augmentation de l'endettement public. Voilà. Alors, je voulais dire ça parce que dire que le fait d'être dans l'Union européenne nous prémunit d'un endettement public, non, c'est totalement inexact. Maintenant, si on sort de l'euro, il y aura une baisse sur les taux de change, ça c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que l'euro, si on sort, moi j'ai proposé de sortir 1 franc égale 1 euro, on ne va pas faire la conversion inverse qui date de 1999, vous savez, 655, 957. Donc on partira de 1 euro égale 1 franc, on assurera comment dirais-je, cette équivalence de taux de change pendant peut-être 48 heures. Et puis après ça, eh bien, on laissera fluctuer la monnaie comme les monnaies habituelles. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a des gens qui disent l'euro va disparaître, le franc va disparaître, le franc va perdre 90%. Mais une fois, j'avais débattu avec comme ça un idéologue en fait des Verts qui me disait le franc perdrait 80% de sa valeur. Non. Le franc ne perdra pas 80% de sa valeur, ça n'existe pas. Il n'y a aucune monnaie au monde qui peut perdre d'un seul coup 80% de sa valeur. Imaginez que ce soit le cas d'ailleurs. Imaginez que ce soit le cas, ça voudrait dire que d'un seul coup, les productions françaises vaudraient 80% moins cher. On remporterait tous les appels d'offres à travers le monde, on aurait comment dirais-je, Louis Vuitton, etc., le cognac, le champagne, tout le monde s'arracherait ça à des prix bargain, à des prix... Bon, résultat, il y aurait une énorme demande dans tous les marchés d'acheter du franc, puisqu'il faudrait se procurer du franc pour payer les trucs, et donc, naturellement, le franc remonterait très vite. Les gens sérieux savent, et c'est pas un dualou, il suffit de regarder les courbes dites Target 2, c'est le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro, on peut globalement estimer que le franc nouveau perdrait aux alentours de 15% de sa valeur par rapport au cours pivot du dollar. Oui. Voilà, en gros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prestations, les produits étrangers importés en France vaudraient, mettons, 15% plus cher. Donc, du coup, il y en a beaucoup qu'on n'achèterait pas. Il y en a qu'on achèterait toujours. Les hydrocarbures, on les paierait 15% plus cher. Mais je rappelle que le prix à la pompe de l'essence ou du diesel contient en général 60% de taxes. Donc j'ai pris l'engagement dans mon programme que dans ce genre de situation, on baisserait les taxes pour ne pas que les consommateurs soient pénalisés par le taux de change du franc qui aurait perdu 15%. Mais il y aurait aussi beaucoup de production qui deviendrait trop chère et les Français s'adresseraient à des productions nationales. Inversement. Qui le paierait plus cher. C'est-à-dire que si ma chemise est 15% plus chère, ma chemise chinoise est 15% plus chère, j'achète une chemise française, mais je l'achète quand même toujours 15% plus cher. C'est-à-dire que mon pouvoir d'achat a baissé de 15%. Ah non, pas du tout. Parce que vous n'achetez plus la chemise chinoise, mais vous achetez une chemise française qui, elle, n'a aucune raison d'avoir augmenté. Non, mais qui est plus 15% plus chère que la chemise que j'achetais avant. Non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous? Mais non. J'achète une chemise aujourd'hui. Ma chemise n'est pas chinoise, mais j'achète une chemise chinoise pour 100 €, pour 10 €. J'achète une chemise chinoise pour 10 €. Oui. Bon, la chemise chinoise augmente de 15%, donc elle vaut 11,50 €. Je décide d'acheter une chemise française pour le même prix, donc 11,50 €. J'ai payé 11,50 € alors qu'avant je payais 10 €. Non. Donc parce que vous pouvez. Non, parce que vous pouvez. Pouvoir d'achat baisser. Non, parce que vous pouvez trouver une chemise française à 10 €. Peut-être parce qu'il y aura ou à 10,50 €. Parce qu'il y aura. Alors de toute façon, c'est des petits chiffres là que vous prenez, mais il n'y a aucune raison. Attendez, il n'y a aucune raison pour que la chemise faite en France, avec des salaires français, des ouvriers français, du textile français, prenne 15%. Si c'est fabriqué en France, il n'y a aucune raison pour que ça augmente de la dépréciation monétaire. Ce sont les produits extérieurs qui vont augmenter. En revanche, les produits français, eux, quand ils vont être vendus à l'étranger, vont être vendus 15% moins cher, puisque le taux de change sera 15% moins cher. Donc nous aurons, avec une dépréciation de 15%, un renchérissement des importations, donc une baisse du volume, parce que les gens vont moins l'acheter, et une augmentation des exportations. Oui. C'est tellement vrai ce que je dis que regardez ce qui se passe actuellement. L'année 2021 vient de se clôturer
avec le plus gros déficit commercial de notre histoire depuis Vercingétorix, si j'ose dire. C'est plus de 85 milliards d'euros de déficit commercial. Si on multiplie par 655, 957, on doit trouver quelque chose de l'ordre de 520, 600 milliards de francs. Je rappelle qu'en 1984, lorsque Mitterrand avait mis fin à la politique de Pierre Mauroy et avait adopté la politique de rigueur, notre déficit commercial avait dû tomber à l'époque aux alentours de moins 80 ou 90 milliards de francs. Là, on en est à moins 600 milliards. Alors, c'est vrai que c'est pas les mêmes francs, mais enfin, ça montre que l'on est quand même dans un système. Ce déficit commercial géant est la conséquence du fait que la monnaie française est trop chère. Il faut comprendre quelque chose, ça c'est super important pour vos auditeurs. C'est que la monnaie, l'euro, a le même taux de change pour tous les pays qui font partie de la zone euro. Bon. Ce taux de change sur les marchés financiers, il est apprécié à mi-chemin, ça peut se comprendre, à mi-chemin entre ce que serait apprécié un Deutschmark ou un florin néerlandais, qui serait beaucoup plus cher, et ce que serait la lire italienne ou la drachme grecque, qui serait nettement moins cher. Bon. Ça veut donc dire que c'est une cote mal taillée. Cette cote mal taillée, elle est comment dirais-je, par nature, elle aggrave les choses. Pourquoi? Parce que les pays du sud de l'Europe, Espagne avec les scudo, le Portugal avec les scudo, l'Espagne avec la peseta, la lire italienne, le drachme grec et même la France, sont des pays dont la compétitivité et son évolution surtout est traditionnellement moins rapide qu'en Allemagne et dans les pays du Nord, l'Allemagne et les Pays-Bas. Bon. Ça veut donc dire que les pays du Sud sont confrontés à une monnaie qui est trop chère par rapport à leur compétitivité, et chaque année qui passe, ça s'aggrave, alors que l'Allemagne, elle bénéficie d'une monnaie qui n'est pas assez chère, puisque cette monnaie, elle est cotée entre ce que serait la lire italienne et le Deutschmark. Le résultat, d'ailleurs, que l'on voit dans les statistiques macroéconomiques, c'est que l'Allemagne engrange des excédents commerciaux absolument géants avec l'ensemble du monde, mais aussi avec les autres pays de la zone euro. Ça lui a d'ailleurs été beaucoup reproché récemment. On dit aux Allemands quand même, vous pourriez faire un effort, etc. Mais parce qu'on a en fait une monnaie commune pour des États dont les économies sont très différentes. On n'a pas la même économie que l'Allemagne. On n'a pas les mêmes relations de travail. On n'a pas la même tradition syndicale. On n'a pas le même gros tissu de PME. En Allemagne, ils ont plusieurs milliers de très grosses PME. Là où nous, on a peut-être péniblement 700 PME qui sont des belles PME, style 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas le grand groupe, mais en disant entre 5 et 10 milliards, je dis ça des chiffres à la louche, mais on doit avoir quelque chose comme 700 PME. Les Allemands, ils doivent en avoir 3500 ou 4000. Donc, nous, on n'a pas le même tissu économique. On n'a pas la même réputation industrielle, etc. Donc, les Allemands engrangent des excédents commerciaux parce que l'euro n'est pas assez cher. Voilà. Ça veut dire qu'il se passe un phénomène, alors là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être rapide et clair, c'est que les pays à l'intérieur de la zone euro, vous avez des déficits commerciaux structurels des pays du sud de l'Europe vis-à-vis des pays du nord, et notamment vis-à-vis de 4 pays qui sont le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Finlande. Et donc, vous avez, si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur la notice Wikipédia qui s'appelle Target 2, Target c'est comme ça veut dire la cible en anglais, c'est ce système des échanges de la comptabilisation de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. On a donc, depuis 1999, de 1999 jusqu'aux alentours d'environ 2008, on a eu quelque chose d'assez stable. Et à partir de 2007-2008, notamment avec la crise des subprimes, mais la suite, on a vu d'un seul coup une divergence. Une divergence qui fait qu'il y a de plus en plus de créances de l'Allemagne, mais aussi des Pays-Bas, de la Finlande et du Luxembourg, mais d'abord et avant tout de l'Allemagne, des créances à la Bundesbank, la Banque centrale allemande, sur les créances des pays du Sud, les plus plombés étant l'Italie, l'Espagne et à un moindre titre la Grèce. Et on voit cet écart qui ne cesse de s'aggraver. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale allemande a des risques sur les banques centrales des pays du Sud qui sont de plus en plus importants.
Alors, l'Allemagne, pour comprendre ce que pense un banquier allemand, un establishment allemand à Francfort, les gens qui lisent la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, eh bien, ils pensent deux choses. D'une part, que l'euro bon marché favorise des excédents commerciaux énormes et leur permet d'écraser la concurrence des pays du sud de l'Europe. Il n'y a plus besoin d'aller nous bombarder, mais on est obligé de fermer les usines parce qu'elles ne sont plus rentables. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est tout bon pour eux. Mais la contrepartie qui est très négative, c'est qu'ils assistent qu'au bilan de la Bundesbank, la Banque centrale nationale allemande, ils voient augmenter de façon totalement déraisonnable les créances sur les pays de la zone des pays du sud de la zone euro. Pour donner un ordre de grandeur, le bilan de la Bundesbank au début de l'euro, à l'actif, c'était quelque chose comme 250 milliards d'euros. Depuis, il y a eu plus de 1000 milliards d'euros, ou à peu près 1000 milliards d'euros, qui sont venus aggraver, plomber l'actif de la Banque centrale des pays du Sud, de la Bundesbank. Alors, des gens qui ne connaissent pas bien les questions monétaires diront, mais s'il y a de l'argent qui arrive en Allemagne, c'est formidable, ils ont des créances, c'est formidable. Oui, mais non. Parce que les créances dans une banque centrale, sur des créances de banque centrale des pays du Sud, c'est des créances, en fait, qui ne sont gagées sur rien. Et si demain, ce qui peut arriver, si demain la Banque centrale de Grèce, la Banque centrale italienne, d'un seul coup, tombait en rideau, était en faillite, parce qu'une banque centrale peut faire faillite, et là, ça se traduirait immédiatement par un effondrement de la zone, et notamment sur l'Allemagne. C'est pour ça que vous avez une grande partie des patrons allemands, qui sont extrêmement inquiets des évolutions, qui pensent que l'échafaudage, parce que c'est d'un échafaudage qu'il s'agit, risque de s'effondrer, et que si ça s'effondre, les contribuables allemands pourraient en être pour plusieurs centaines, peut-être même 1500 milliards d'euros de pertes. C'est quelque chose de colossal. Alors, pour rester dans des comparaisons qui parlent à l'homme de la rue, comme on dit, ou à la femme de la rue, enfin quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les choses, il faut savoir que le nouveau gouvernement allemand, avec Olaf Scholz, qui est du SPD, socialiste, social-démocrate, il a donc comme ministre des Finances l'ancien président du FDP, le Parti libéral-démocrate, qui est inconnu pour être un dur, un faucon, comme on dit, c'est quelqu'un qui est un orthodoxe budgétaire. Eh bien, le gouvernement allemand a déjà fait savoir, le nouveau gouvernement, qu'il allait exiger de la Banque centrale européenne qu'elle revienne à une gestion beaucoup plus orthodoxe de la monnaie et notamment de la dette. Vous savez que depuis maintenant au moins 3 ou 4 ou 5 ans, la Banque centrale européenne, imitant la Federal Reserve Board, a fait du rachat de dettes de certains pays, notamment les pays du Sud. Alors c'est formellement interdit par les traités européens, soit dit en passant, mais la plaisanterie qui a été trouvée, si on peut appeler ça une plaisanterie, enfin, le truc qui a été trouvé, c'est que la BCE a racheté sur le marché secondaire les obligations d'État, non pas sur le marché primaire. Donc la BCE n'achète pas les obligations du Trésor public français. Lorsque la France fait un déficit, on émet des obligations du Trésor. Donc ça, ce sont des fonds d'investissement, des particuliers, etc., qui achètent ça, ou des États étrangers. Mais en revanche, il y a un marché secondaire, un marché d'occasion, où les gens se revendent des obligations, et là, la BCE fait du rachat de dettes. C'est ce qui a permis d'ailleurs de maintenir à des taux extrêmement bas les taux de la dette française. Lorsqu'on fait 600 milliards d'euros de déficit en un an et demi, c'est absolument dingue. Il faut donc émettre des obligations du Trésor qui vont suivre ce financement, ce schéma de financement. Mais si la BCE, et elle va le faire, arrête son assouplissement quantitatif, c'est le fameux quantitative easing dont vous avez peut-être entendu parler, si la BCE arrête de faire ça sur pression des Allemands et notamment de la Bundesbank, je rappelle que la BCE est située comme par hasard à Francfort et comme par hasard à 300 mètres du siège de la Bundesbank. Je rappelle aussi au passage, j'ai oublié de le dire, c'est extrêmement important, que tous les États de la zone euro ont conservé leur banque centrale nationale. Ça, c'est super important à comprendre parce qu'il n'y a pas du tout de fongibilité des dettes. C'est les Allemands qui ont imposé ce système. Les Allemands ne sont que méfiance vis-à-vis de ce qu'ils appellent le Club Med, c'est-à-dire les pays du sud de l'Europe, que parfois ils appellent également pigs, ce qui n'est pas très gentil, ça veut dire cochon en anglais. C'est Portugal, Italie, Greece, Spain. Donc parfois ils ne sont pas gentils non plus, ils appellent ça gypsy, en ajoutant un i pour Ireland, ça veut dire le romanichel. Donc voilà comment les dirigeants allemands envisagent la situation.
les dirigeants allemands ont bien fait en sorte que tous les pays conservent leur banque centrale nationale pour que le phénomène soit facilement réversible. Si les Allemands avaient voulu, on nous a parlé d'un moment hamiltonien, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'était il y a 1 an, quand on a dit ça y est, pour la première fois, les Allemands ont accepté la mutualisation des dettes, etc. Un mot là-dessus. C'est faux. La mutualisation des dettes, ça veut dire quoi? La mutualisation des dettes, ça veut dire que si l'Italie ou la Grèce fait des dettes qu'ils n'arrivent pas à rembourser, ben c'est les Allemands qui payent. En gros, c'est ça. Allez dire ça aux Allemands ou aux Néerlandais. Allez-y. Ça, c'est sûr. Ils ont toujours dit là. Bon. D'ailleurs, on peut les comprendre. On peut les comprendre parce qu'ils ont le sentiment. Là, de même qu'on ne peut pas changer les Russes et Poutine, on ne peut pas changer les Allemands, on ne peut pas changer les Néerlandais. Ce sont des peuples qui considèrent, à tort ou à raison, que les pays du Sud sont des pays laxistes, des pays qui ont la flemme, qui sont des feignants, etc. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et donc, pour rien au monde, ils ne vont accepter de prendre en charge les dettes que font ces peuples-là. S'il y avait eu une volonté d'avoir une monnaie unique européenne, parce que les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas, une monnaie unique européenne, il aurait fallu supprimer toutes les banques centrales nationales. Il n'y aurait plus de Banque de France, plus de Bundesbank, plus de Banque d'Italie, il n'y aurait plus que la Banque centrale européenne. Et donc, toutes les monnaies, tout l'argent dont on dispose, vous savez que si vous avez 1 000 euros sur votre compte en banque, c'est 1 000 euros de créances sur une banque centrale. Mais actuellement, c'est 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Il ne faut pas s'y tromper. Hein. Le bilan de la BCE, c'est seulement 8% du bilan des 19 banques des 19 pays dans la zone euro. Donc, si les Allemands ont refusé la disparition des banques centrales nationales et donc, en fait, ils ont refusé la mutualisation des dettes. Et là, ce qui s'est passé quand on parle de mutualisation des dettes sur ce truc de 750 milliards d'euros, c'est une sinistre plaisanterie, parce qu'en fait, c'est la Commission européenne qui s'endette. Elle l'avait d'ailleurs déjà fait. Ce qui est vrai, c'est que ce qui est nouveau, c'est qu'elle l'avait fait pour quelques millions, dizaines de millions d'euros, dans des cas tout à fait marginaux, alors que là, c'est une vraie politique. La Commission européenne s'endette pour plusieurs centaines de milliards d'euros. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mutualisation des dettes, c'est que les remboursements se feront au prorata des pays qui financent la Commission européenne. Donc la part de remboursement, par exemple, de l'Allemagne sera limitée à la part de son financement dans la Commission européenne. Donc il n'y a pas de mutualisation des dettes. Voilà. Alors pour terminer, je dirais que sortir de l'euro, d'abord moi je voudrais dire quelque chose qui permet de dire quelque chose. Bon. C'est que je suis français. Je vis en France. Je serai prochainement certainement retraité. Donc, mon intérêt personnel à moi, ça n'est pas d'envoyer mon pays dans le décor et d'avoir une monnaie qui me ruinerait le premier. Bon, donc si je vous dis ce que je dis, c'est que je suis partie prenante, d'ailleurs dans mon programme, et pour ôter de l'esprit notamment des Français retraités qui ont peur de l'évolution de l'euro, enfin du franc une fois sorti de l'euro, eh bien, je prends l'engagement que les retraites seront engagées sur l'indice de l'INSEE, de telle sorte que les retraités ne perdront rien. Ce qui se passera quand on reviendra au franc, c'est qu'en effet, il y aura une augmentation du prix des matières importées et des biens et matières importées, mais il y aura donc une baisse des importations et une augmentation considérable des exportations. Il y avait une étude macroéconomique rarissime en France, parce que le sujet est absolument tabou, une étude qui avait été faite par Jacques Sapir et Philippe Murer pour la Fondation Respublica en 2013-2014, et qui disait, enfin, ils avaient fait tourner des modèles macroéconomiques, alors ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, mais dont il ressortait que l'on pourrait, en l'espace d'un an et demi, recréer plus d'1 million d'emplois, voire 1 500 000 emplois, avec cette dépréciation. Ce qui, d'ailleurs, n'aurait rien d'original, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe partout. Il faut voir, par exemple, qu'en ce moment, au Royaume-Uni, ils ont 4,8% de taux de chômage, quand nous, on en a 2 fois plus. Un petit peu moins, on en a 8, enfin, ça dépend comment on comptabilise. Mais il faut voir que, de façon très intelligente et très perfide, hein, c'est la perfide Albion, mais lorsque le Royaume-Uni est sorti, a fait le Brexit, le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'euro, donc ce qui simplifie les choses pour eux, la Banque centrale, la Bank of England, la Banque centrale britannique, a laissé filer le cours de la livre sterling et l'a dévalué comme ça, sans maudire, de 10%. Pour ça, c'est très facile. Hein, il suffit de jouer sur les taux de refinancement
et puis voilà, vous laissez progressivement filer. Vous avez un objectif de taux de change. L'objectif de taux de change, ça a été celui-là. C'est ce qui a permis, ça a été fait dans le grand maelstrom du Brexit, ça a été fait en douce, mais les Britanniques s'en portent très très bien puisque ça a donné un énorme coup de fouet à la production britannique et aux emplois. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de sortir de l'euro, recréer le franc. J'ajouterai enfin, et le dernier point, c'est que j'ai fait une longue conférence qui s'appelle La tragédie de l'euro, qui est en ligne, ça fait plusieurs années que j'ai mis ça en ligne, dans laquelle je précise quelque chose de très important, c'est que il faut en revenir comme d'habitude à l'histoire. L'histoire monétaire, depuis très longtemps, j'évoque même dans cette conférence, je réfère à la Bible, je réfère au premier livre des Maccabées. L'histoire monétaire a montré que toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé. Il n'y a pas d'exemple du contraire. La monnaie nationale la plus ancienne, peut-être en ce moment, c'est le franc CFA, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a du plomb dans l'aile et qu'elle est largement remise en cause par beaucoup de pays africains. Bon, mais à part cette monnaie qui est tenue un peu, et d'ailleurs, il y a des pays qui sont déjà sortis du franc CFA, certains d'ailleurs pour y revenir, d'autres pour en partir à tout jamais. Mais à part ça, le XXe siècle notamment, mais pas seulement. J'ai fait dans cette conférence, je remonte à l'Antiquité, mais je remonte aussi à l'explosion de l'Empire romain, l'explosion de l'Empire ottoman, l'explosion des empires coloniaux, etc. Au XXe siècle, il y a eu l'explosion de l'Empire austro-hongrois, l'explosion de l'URSS, l'explosion de la Tchécoslovaquie, l'explosion du Soudan, etc. Tout le XXe siècle, c'est l'histoire d'entités supranationales qui se désintègrent et où vous voyez apparaître à chaque fois des nouvelles monnaies nationales. Donc, et en revanche, les monnaies plurinationales qui avaient été créées, par exemple, par les empires coloniaux, se sont désintégrées. Bon, je vous renvoie à cette conférence. D'accord. Alors, dernière question avant de nous quitter. Donc, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On a entendu deux des principales propositions. Mais pour être candidat, il faut les 500 signatures. On sait que c'est compliqué. Et donc, je voulais savoir où vous en étiez aujourd'hui, si vous en approchiez, si vous pensiez pouvoir les obtenir d'ici le 4 au soir. Bon, première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous ne trouvez pas... non, je pense qu'il faut poser la première question avant d'arriver à la deuxième. Donc, je vous laisse répondre à la première, savoir si effectivement vous avez des fameuses 500 signatures. Alors, d'abord, pour que les choses soient claires pour les auditeurs, là, nous parlons, il est 19h et nous sommes le 2 mars. Oui. Nous sommes donc le mercredi 2 mars. Donc, l'affaire n'est pas conclue. Vous l'avez dit, il va y avoir une nouvelle publication le 4 mars, donc qui sera donc dans 2 jours, jeudi. Mais contrairement à ce que vous avez dit, ça ne sera pas la dernière publication, parce que il y a, attendez, excusez-moi, mardi, on est mercredi 2 mars, pardon, il y a eu le mardi 1er mars, donc la prochaine publication, c'est demain jeudi 3 mars. Bon, d'accord. Le 4 mars, il n'y aura pas de publication. La dernière publication aura lieu le 8 mars, le mardi 8 mars. Parce que il y a les parrainages arrivent au Conseil constitutionnel et il y a un délai de 1 jour et demi, 2 jours parfois, entre le moment où ça arrive et le moment où c'est intégré en comptabilité. Donc, le 1er mars, le mardi 1er mars, hier, ils ont intégré des parrainages qui étaient arrivés qui avaient été postés sans doute aux alentours du 26-27 février. Demain, le jeudi, donc 3 mars, il y aura des parrainages qui auront été postés jusque peut-être à aujourd'hui, mais il est autorisé, le Conseil constitutionnel recevra des parrainages jusqu'au 4 mars, c'est la date que vous avez à l'esprit, 4 mars 17h. Mais le 4 mars, il n'y aura pas de publication. La publication finale, ça sera le mardi 8 mars, où ils intégreront donc tous les parrainages qui seront arrivés et qui n'auront pas pu être comptabilisés le jeudi 3, c'est-à-dire des parrainages postés le 1er, le 2, le 3 ou le 4 mars, pas le 4, mais le 1er, le 2 ou le 3, qui seront arrivés à Paris le 4 mars. Voilà, donc ça, c'est que les choses soient claires. En d'autres termes, le verdict final, ce sera le 8 mars. Donc là, j'ai un point de vue précis.
Alors maintenant, nous, la vérité m'oblige à dire que c'est extrêmement difficile, que je suis déçu par le cours des événements et que je crains que nous ayons maintenant un gros risque de ne pas les avoir. Alors, je n'en suis pas certain parce qu'il y a ces délais et il y a le fait qu'à la fin, un certain nombre de maires, dans les tout derniers jours, se décident. Voilà, donc j'ai lancé des appels pour que les maires se décident. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes moins bien partis qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, quand nous avions commencé, quand les maires avaient reçu les parrainages officiels, nous, on avait collecté pendant 2 ans des promesses de parrainage, on en avait eu 720. Voilà, cette année, pour toute une série de raisons, mais notamment à cause du confinement qui a empêché pendant des mois d'aller voir des maires, cette année, nous avons commencé, on était à peine à 500 promesses. Donc on avait un retard déjà dans les promesses accumulées de plus de 220 promesses. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les maires sont de plus en plus réticents à parrainer un candidat, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles étant que, comme vous le savez, il n'y a plus d'anonymat du parrainage. Alors là, c'est une longue histoire. Avant, tout était anonyme. C'est le premier qui a levé une partie de l'anonymat, c'est Lionel Jospin en 1998, et qui avait décidé, chose assez saugrenue, c'est que les candidats à l'élection présidentielle et seulement ceux-là, donc en excluant ceux qui n'étaient pas arrivés à la barre des 500 parrainages, tous ceux qui étaient candidats parce qu'ils avaient dépassé les 500, eh bien, pouvaient on tirait au sort 500 parrainages et on publiait les noms des 500 maires. Bon, un peu bizarre comme procédure, un peu comme s'il s'agissait de prouver au public qu'il y avait bien 500 maires ou parrains. Il n'y a pas que les maires, il y a les députés, les sénateurs, conseillers généraux et conseillers régionaux notamment. Donc c'était un peu pour montrer sans doute au public que ça... Et puis ensuite, il y a eu François Hollande qui, vers les années 2014 ou 2015, a modifié le système et a décidé que désormais, tous les parrains seraient publiés, quel qu'il soit, quel que soit le candidat pour lequel ils ont parrainé. De telle sorte que, par exemple, il y a des personnes qui reçoivent un parrainage ou deux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait acte de candidature. Hein, vous pouvez très bien recevoir un parrainage sans l'avoir sollicité. J'ai vu que François Hollande, d'ailleurs, a eu un parrainage pour cette campagne. Il y a eu également un tel ou tel, comment dirais-je, chansonnier ou un journaliste spécialiste dans les blagues qui a reçu 2-3 parrainages. Donc il y a des parrainages un petit peu fantaisistes qui sont arrivés, mais là, tout le monde est au courant. Alors, les maires, c'était déjà le cas en 2017, mais les maires n'avaient pas forcément très bien réalisé en 2017 ce qui s'était passé, mais depuis 2017, ils ont réalisé. Donc il y a énormément de maires qui ne veulent plus parrainer. Et alors, ils veulent d'autant moins parrainer que, par ailleurs, il se dit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est quand même très largement exagéré, mais il se dit que dans certains départements ou dans certaines régions ou dans certaines Comcom, il y a des pressions qui sont exercées sur les maires pour qu'ils parrainent tel candidat et qu'ils ne parrainent pas tel autre. C'est suffisamment invoqué un peu partout en France pour qu'on pense que c'est malheureusement vrai. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai malheureusement, c'est totalement scandaleux, c'est un détournement complet de la procédure. Voilà. Et puis par ailleurs, les maires estiment sans doute qu'ils sont assez mécontents, hein, les maires de France, quand vous allez les voir. Il y en a quand même beaucoup de maires qui estiment qu'on les maltraite, que l'on leur a volé du pouvoir, qu'on n'a pas la dotation globale de fonctionnement s'est effondrée, qu'ils n'ont plus les finances nécessaires, qu'on est en train d'avilir leur travail, qu'on les force à fusionner dans des Comcom qui n'ont aucun sens. Donc il y a aussi une mauvaise humeur des maires qui se manifestent d'une façon qui n'est, à mon avis, pas très logique. C'est qu'elles se manifestent en refusant de parrainer, donc notamment des candidats qui pourraient justement changer le système. Parce que s'ils ne parrainent pas les petits candidats, comme on dit, on est sûr que les candidats des partis installés
eux auront leur parrainage. Donc, en fait, on va proroger la situation. Voilà. En d'autres termes, tout ce système ne marche pas du tout et est très scandaleux. Ce que je vois, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est qu'on a vu M. Bayrou qui s'est autoproclamé pour trouver des parrainages, parce que tel qu'on était parti, Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Mélenchon n'avaient pas leur parrainage, et donc il a été estimé en haut lieu, à juste titre, que ça risquait de poser des problèmes d'ordre public. S'il y avait 3 candidats représentant, d'après les instituts de sondage à eux 3, 45% de la population qui ne pouvait pas se présenter, voilà. Donc ça aurait fait très très mauvais genre, et ça aurait pu vraiment causer des véritables soucis démocratiques. Donc, M. Bayrou s'est auto-chargé, mais ça n'est pas dans son portefeuille de haut commissaire au plan. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est payé par le contribuable français, il ne faut pas l'oublier, mais qui s'est donc auto-chargé de collecter des parrainages, mais si j'ai bien compris, pour les attribuer aux candidats de son choix. Voilà, donc moi, ce que je vois en tout cas, c'est que quand je regarde l'évolution, les maires qui m'ont parrainé, ce sont des maires que tous nos militants, ou moi-même, sommes allés voir personnellement, donc on les connaît tous. Pour l'instant, nous n'avons eu aucune aide extérieure, alors que j'ai le sentiment, il suffit de regarder la dernière livraison, vous avez des candidats, pour dire là les choses, Monsieur Zemmour a bondi d'un seul coup de plus de 100 parrainages, vous voyez, on les lui a donné. Pareil d'ailleurs pour M. Mélenchon, alors qu'il avait déjà dépassé les 500. Pareil également pour M. Poutou, qui d'un seul coup avait plus de 95 parrainages, donc ça veut dire qu'on les lui a donnés. Alors moi, j'aimerais savoir en vertu de quoi, eh bien, qu'on donne des parrainages à certains candidats et pas à d'autres, d'autant plus que, pour ce qui me concerne, et j'aurai l'occasion d'y revenir certainement le moment venu, j'aurai l'occasion certainement d'expliquer tous les traquenards, toutes les embûches que l'on a mises devant mes pas pour essayer de pouvoir être candidat. En tout cas, c'est un système qui, à mon avis, n'est pas défendable, qui n'est fondé, qui est illogique dans sa conception et qui devrait être complètement changé et modifié. Et c'est justement ma deuxième question, c'est que certains candidats qui ne sont pas des candidats farfelus tels que vous, j'ai mal dit, mais certains candidats tels que vous ne sont pas, ou ont des difficultés à avoir les parrainages et donc à être candidats, alors qu'ils ne sont pas du tout des candidats farfelus. Du coup, quelle est à votre avis la solution pour que justement on puisse avoir tous les candidats sérieux entre guillemets qui se présentent et en même temps une barrière pour éviter que des clowns ne viennent profiter du temps de parole à la télé pour raconter des choses totalement clownesques. Alors, c'est une très bonne question, mais ma réponse va peut-être vous étonner. La vérité, c'est que quand je vais voir les maires ou les parrains, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que personne ne sait ce que c'est qu'un parrainage. C'est quand même bizarre. On sait ce que ça n'est pas. On dit à tous les maires, ça n'est pas un vote. Vous pouvez parrainer, c'est ce que M. Bayrou a fait. D'ailleurs, il a dit, moi, je parraine Marine Le Pen, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Marine Le Pen. Voilà. Et d'ailleurs, certains ont fait remarquer que si Mme Le Pen était au deuxième tour, sans doute que M. Bayrou appellerait à faire barrage à Mme Le Pen. C'est un peu bizarre. Enfin bref, on a bien mis dans la tête des maires et des parrains le fait que ça n'était pas un vote. Bon. Bien, si ça n'est pas un vote, c'est quoi? Et moi, je suis frappé de voir que mes interlocuteurs, les maires que j'ai vus, quand je leur pose cette simple question, ils ne savent pas quoi répondre. Voilà. Alors vous avez une interprétation qui, honnêtement, est assez largement partagée, qui consiste à dire c'est pour écarter les farfelus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un farfelu? C'est pas évident. La notion de farfelu n'est pas évidente. Bon. Excusez-moi, mais je vais... Non, mais légalement, c'est compliqué, mais quand on le voit, on le sait. Oui, mais si vous voulez, par exemple, est-ce que monsieur... D'abord, qui parmi tous les candidats qui concouraient, qui qualifieriez-vous de farfelu? Est-ce que Mme Taubira était farfelue? Est-ce que Anas Kazib est farfelu? Est-ce que
Madame Hélène Touy du Parti animaliste est farfelue. Moi, je ne sais pas ce que c'est que quelqu'un de farfelu. Un farfelu, si c'est vraiment quelqu'un de complètement dingue, ben ça se voit tout de suite. Mais farfelu, c'est pas évident en fait. C'est un concept quand même extraordinairement flou. Moi, je ne sais pas qui est farfelu. Moi, il y a en tout cas quelque chose qui me frappe. C'est que, en fait, à l'issue de cette campagne de collecte de parrainage, et puis ça fait quand même 15 ans que je suis la politique de très très près, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que les dirigeants français eux-mêmes, mais aussi les médias, les candidats, les responsables politiques, etc., les journalistes, ne savent plus ce que c'est que le président de la République. C'est aussi bête que ça. Le président de la République, c'est à ces fonctions qui sont notamment attribuées par l'article 5 de la Constitution de la République française. Cet article 5, il dit quoi? Il y a 3 phrases. Première phrase, le président de la République veille au respect de la Constitution. Premièrement. Ce qui, soit dit en passant, signifie, me semble-t-il, qu'il faut que le président de la République sache déjà ce que c'est qu'une Constitution et sache globalement son contenu. Peut-être pas faire une interro écrite, mais enfin, il y a quand même un minimum, puisqu'il est chargé de veiller au respect de la Constitution. La deuxième phrase, c'est qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de l'État. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République est un arbitre. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Un arbitre, ça veut dire que c'est plus un responsable politique. C'est d'ailleurs tout le paradoxe et la contradiction intrinsèque de la Constitution de la Ve République, que De Gaulle n'a pas réussi à surmonter, c'est qu'on a des candidats qui sont présentés, qui se présentent souvent issus de partis politiques, quoique la tradition gaulienne, c'est justement de ne pas avoir d'étiquette. D'ailleurs, vous verrez, sur les affiches, il n'y a pas d'étiquette, enfin, sur la plupart en tout cas, il n'y a pas d'étiquette de parti. Normalement, c'est un homme ou une femme qui se présente devant la nation, et il y a une tradition gaulienne qui est que le candidat à l'élection présidentielle, si c'était le président du parti, démissionne. Chirac avait démissionné, par exemple, du RPA pour se présenter. Donc ça veut dire que le président de la République est un arbitre et qu'il va donc arbitrer au-dessus des partis politiques. Ça veut donc dire que normalement, le président de la République doit être quelqu'un qui a la hauteur de vue nécessaire, la capacité à endosser une fonction d'arbitre, donc quelqu'un qui ne va pas être un extrémiste, quelqu'un qui va pouvoir s'entendre avec tout le monde et essayer de faire prévaloir le bon sens. J'ai un exemple que j'ai à l'esprit, c'est de comparer 2 périodes différentes. En 1984, Mitterrand est au pouvoir depuis 3 ans. Son ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, lance un projet de loi sur l'école. Et dans cette loi, il est prévu d'avoir une espèce de service unifié de l'école en France qui engloberait donc les écoles confessionnelles, notamment des écoles catholiques qui sont particulièrement présentes dans certaines régions de France, notamment dans l'ouest de la France ou ailleurs. Bon, le résultat des courses, c'est que l'opinion publique s'enflamme à l'époque et qu'il y a 500 000 personnes qui descendent dans la rue, 800 000, 1 million, 1 million 500, 2 millions de personnes dans les rues, c'était très impressionnant, jusqu'au moment où Mitterrand a sifflé la fin de partie. Il a fait une déclaration pour dire voilà que c'était terminé et que Monsieur Savary avait présenté sa démission et que le projet, à l'évidence, n'était pas acceptable par la société française et donc il y renonçait. Mitterrand avait donc assuré par son l'arbitrage au détriment de sa propre majorité et de son propre gouvernement, il avait assuré ça. Ça nécessite quand même un certain type de personnalité pour faire ça. En revanche, M. Macron, depuis 5 ans, a prouvé qu'il en était incapable. Il a quand même, face à des millions de manifestants pour les gilets jaunes ou ensuite contre le pass sanitaire et le pass vaccinal, il a quand même eu comme seule et unique réponse d'envoyer la maréchaussée, les forces de l'ordre, pour aller taper sur les manifestants avec une violence jamais vue depuis très très longtemps, avec des personnes mutilées à vie et borgnées. Je n'ai pas rêvé, c'est la vérité. On l'a vu encore récemment avec des engins blindés sur les Champs-Élysées.
Et M. Macron, quelles que soient les manifestations qui ont pu avoir lieu, n'a pas varié d'un iota. Donc, M. Macron, c'est l'antithèse de Mitterrand 84. M. Macron, il est, objectivement, ça a été constaté, il est incapable d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. D'ailleurs, si on veut résumer, je ne pense pas être polémique en disant ça. Je pense que si on veut honnêtement résumer le quinquennat Macron, on peut dire que les 3/4 du quinquennat s'est passé sous un fond de violence, de récrimination, de manifestation, de jacquerie, de révolte parcellaire, etc. Parce que Macron a toujours refusé d'entendre la voix de la rue et donc d'imposer sa seule et unique volonté par le fait qu'il a une majorité qui vote quoi qu'il dise et que tous les contre-pouvoirs ont disjoncté. Ça, c'est la deuxième phrase. Et puis la troisième phrase de l'article 5, c'est que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, donc des traités internationaux, donc des traités européens. Si les mots ont un sens, il faudrait donc, à mon avis, que ceux qui présentent un candidat devraient présenter un candidat qui, en leur âme et conscience, soit un candidat qui puisse répondre à ces caractéristiques qui seront demandées du président de la République. C'est comme, par exemple, une entreprise qui veut recruter un spécialiste du marketing. Il ne va pas rechercher un financier ou réciproquement. Il va avoir recours à un cabinet de chasseurs de tête si c'est un grand groupe, le service de la DRH si c'est une PME, et puis qui va regarder les CV et puis va prendre celui qui correspond le mieux à l'objectif recherché. Voilà. Si vous avez, autre métaphore, si vous avez une fuite d'eau dans votre douche, vous allez appeler un plombier, vous n'allez pas appeler un fleuriste. Donc là, il s'agit d'avoir le peuple français et il doit chercher quelqu'un qui corresponde à ces objectifs-là. Il faudrait donc, à mon avis, que les parrains se posent la question de savoir est-ce que monsieur ou la dame qui me demande un parrainage sont à même de remplir ces objectifs. Et alors là, je vais être évidemment extrêmement immodeste, mais si je ne parle pas de moi en bien, comme personne ne parle de moi dans les médias, il ne se passera jamais rien. Donc je suis bien obligé de me présenter, de faire un petit peu ma propre promotion. Honnêtement, j'estime en conscience que compte tenu de mon âge, 64 ans, compte tenu de mon expérience professionnelle, j'ai notamment passé 4 ans en cabinet ministériel, j'ai accompagné le président de la République, François Mitterrand, sous la cohabitation quand j'étais au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur du gouvernement Balladur. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné le Premier ministre Balladur en Arabie Saoudite. Après ça, quand j'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé II, là, j'ai accompagné Jacques Chirac en Chine, au Japon, en Thaïlande, Malaisie, Singapour, dans toute l'Amérique latine. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. Je suis allé serrer la main de Jean-Paul II au Vatican, etc., etc., etc. J'ai donc une grande expérience des questions internationales et qui sont au cœur même de la fonction présidentielle, puisque le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, donc des traités internationaux. Notez d'ailleurs au passage que la formule « le président de la République est le garant de l'indépendance nationale », enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, honnêtement, quelqu'un qui est un européiste acharné, quelqu'un qui veut absolument transférer tous les pouvoirs à la Banque centrale européenne, à Francfort, à la Commission à Bruxelles, à l'OTAN qui est à Bruxelles mais gérée depuis Washington, à mon avis, il ne remplit pas cette caractéristique essentielle. D'une certaine façon, à la limite, on ne devrait tolérer comme candidat à l'élection présidentielle qu'un seul souverainiste, en fait. Ou alors les mots n'ont plus de sens. Bon. Garant du respect des traités, ça veut dire, là aussi, c'est comme la Constitution, on devrait s'assurer d'avoir quelqu'un qui connaît les traités, qui connaît au minimum leur existence et qui a au moins des réflexes. Bon, moi, je connais pas les traités européens par cœur, ça c'est inhumain, c'est impossible. En revanche, j'ai des réflexes parce que j'ai eu à travailler, à les utiliser, enfin, à les voir en fonction,
de même que j'ai vu énormément de chefs de gouvernement, de chefs d'État du monde, donc je sais ce que c'est que la géopolitique. Vous avez bien voulu m'interroger tout à l'heure sur la question en Russie. Je vois ici ou là, mes vidéos ont du succès sur Internet. Une vidéo que j'ai faite il y a 4 jours sur la situation en Ukraine, elle a dépassé en ce moment, je crois, à peu près 650 000 vues sur YouTube en 4 jours. Honnêtement, c'est beaucoup, c'est pas mal. Et c'est d'ailleurs très suivi par des journalistes. Donc, honnêtement, il me semble que j'ai les capacités à faire ça. Maintenant, je n'ose pas trop donner de nom, mais quand je vois certains qui ont eu leur parrainage, il y en a, honnêtement, qui ne sont pas capables. Est-ce que vous imaginez, je ne vais pas mettre de nom, chacun les mettra, mais est-ce que vous imaginez tel ou tel candidat qui a déjà eu ses 500 parrainages en train de discuter fermement pour défendre les intérêts de la France avec Joe Biden, avec Poutine, avec Xi Jinping, quelqu'un qui a la connaissance des dossiers, qui a le sens de la diplomatie, qui a la capacité à connaître l'autre, c'est très très important, qui a la prudence nécessaire, mais qui a la volonté acharnée, la volonté incorporée au fond de son âme de défendre la France et les Français. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais quand je vois que je risque, moi, de ne pas avoir les parrainages pour des sombres manœuvres, sur lesquelles j'ai terminé d'ailleurs, et que d'autres ont des parrainages, non, je suis désolé. Je vais prendre un tout petit exemple. Je ne voudrais pas qu'elle m'en veuille parce que c'est quelqu'un pour qui je ne la connais pas, mais j'ai une certaine, comme ça, un a priori positif. Mais je pense par exemple à Madame Touy. Elle ne va pas avoir ses parrainages. Elle défend une cause qui est une noble cause. Honnêtement, la cause maintenant, on est au XXIe siècle, là, le bien-être animal, le fait que tout être vivant a une sensibilité, ce sont des progrès, je pense, dans la conscience humaine. Donc moi, je suis pour. D'ailleurs, comme d'autres candidats, j'ai prévu dans mon programme un volet sur le bien-être animal. Et d'ailleurs, ça lutter au passage contre l'agro-business qui nous est imposé par les traités européens et la recherche constante du profit, soit dit en passant. Mais aussi sympathique soit la cause de Madame Touy, c'est pas raisonnable d'en faire une candidate. Elle est jeune, je crois qu'elle a 35 ou 38 ans, mais surtout, son truc, c'est pas la présidence de la SPA, là. Il s'agit de la présidence de la République française. Donc, qu'est-ce qu'elle a à dire, par exemple, Madame Touy, sur le conflit en Ukraine et avec l'OTAN? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le problème entre Chine et Taïwan? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne, sur les systèmes Target 2? Qu'est-ce qu'elle a à dire sur le démembrement des services publics à la demande de la Commission? Enfin, tout ça, ce sont des sujets absolument fondamentaux. Et je suis désolé, mais alors elle n'est pas farfelue du tout, Madame Touy. Mais j'estime personnellement que ça ne va pas, que des maires nombreux, il y a quand même eu, je crois qu'il y a une centaine de parrainages qui ont parrainé Madame Touy. Eh bien, ce sont des maires qui ne comprennent plus ce que c'est qu'un la candidature à l'élection présidentielle. D'ailleurs, la plupart des sujets qui sont évoqués dans cette campagne présidentielle ne sont pas des sujets de campagne présidentielle. Lorsque vous avez monsieur Zemmour qui nous parle de Pétain et des Juifs, ou qu'il faut changer de prénom, lorsque vous avez Madame Pécresse qui dit qu'il faut aller chercher le Karcher à la cave, ou qu'il faut créer des toilettes dans les stations de métro, lorsque vous avez monsieur Jadot, lui, son sujet, c'est de savoir s'il faut des sapins de Noël ou pas, ou bien est-ce qu'on a le droit de manger du foie gras. Lorsque vous avez monsieur Mélenchon qui veut intégrer dans la Constitution le principe de changer de sexe. Tout ça, ce sont des sujets qui sont parfois importants, notamment pour les personnes que ça concerne, parfois accessoires, subalternes, bon, mais qui sont des sujets de type gouvernement. Ce sont des sujets qui mériteraient, c'est comme par exemple la taxation sur les héritages, comme par exemple, je ne sais pas moi, l'affaire du glyphosate ou les éoliennes. Tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets président de la République, ce sont des sujets Premier ministre. Ce sont des sujets qui devraient être évoqués lors des élections législatives. Et le problème, c'est que nos compatriotes n'ont pas de formation suffisante en matière de vie civique, de la vie de la cité, le minimum de connaissance des institutions. Mais en plus de ça, beaucoup de journalistes ou même d'hommes politiques se trompent eux-mêmes.
en tant que candidat à l'élection présidentielle, si vous saviez ce que je reçois, le nombre pas seulement moi, tous les candidats reçoivent des courriers bourrés de questions sur des sujets qui sont des sujets de nature sectorielle. Par exemple, cette année, il y a une grande ville de France où il y a le barreau, les avocats du barreau de cette grande ville qui m'ont saisi pour toute une série de questions. Certaines sont assez intéressantes concernant la justice, mais d'autres, c'est pour savoir ce que je pense de la taille de la salle réservée aux avocats dans le nouveau palais de justice de cette ville. C'est pas raisonnable. Il y en a qui vont me demander également ce que je pense du glyphosate, ce que je pense je ne sais pas moi, de telle ou telle disposition fiscale. Ça donne quoi au total? Ça donne une espèce de poème à la Prévert où l'on demande, on attend, c'est comme si le président de la République devait être à la fois chef du bureau des éoliennes au ministère de l'Environnement, le chef du bureau, je ne sais pas quoi, mais de l'apprentissage de l'histoire-géographie au ministère de l'Éducation nationale. Il devait être également le chef du bureau de la fiscalité des personnes handicapées, le chef du bureau... Enfin, c'est dingue. Donc, on lui demande des connaissances qui sont totalement encyclopédiques et infinies, qu'évidemment, il ne connaît pas. Donc, il sous-traite, évidemment, à des collaborateurs qui font des réponses types. Voilà. C'est délirant parce qu'on passe à côté du vrai sujet. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est pas moi qui dis, c'est une phrase de De Gaulle. Le véritable vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est d'élire le candidat ou la candidate qui aura l'expérience, la maturité, la connaissance des peuples et des civilisations étrangères, les connaissances historiques approfondies, comme De Gaulle les avait, qui permettra de gérer la Maison France au mieux des intérêts de la France et du peuple français, et qui aura par ailleurs montré par sa vie, par personnel, et par tout ce que l'on sait de lui, qui aura montré que c'est quelqu'un qui a une grande rectitude, quelqu'un qui n'est pas corruptible, par exemple, quelqu'un qui ne va pas se mettre à travailler pour tel ou tel lobby, pour Big Pharma, ou pour tel ou tel lobby bancaire, quelqu'un qui a à cœur la défense de la France. Mais c'est ça que devrait se poser comme question les parrains. Et je regrette que ce système ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ce que je pense personnellement qu'il faudrait faire, c'est il faudrait, premièrement, que la définition, la liste des candidats soit établie officiellement au mois de novembre pour un vote au mois d'avril. Déjà, ça serait quelque chose de fondamental. Pourquoi je dis ça? Parce que la France est un pays extraordinaire, si vous y réfléchissez, où l'on fait débattre à la télévision et à la radio pendant des mois au sujet de l'élection présidentielle des gens dont on découvre au dernier moment qu'en fait, ils ne sont pas candidats. Et à contrario, des gens qui sont complètement cachés des médias dont on découvre au bout du compte qu'ils sont candidats. C'est quand même incroyable. Par exemple, ça fait des mois qu'on nous a parlé, M. Xavier Bertrand, on l'a vu en long, en large et en travers. Alors, il y avait à la télévision française, on parlait de la primaire de LR, donc on avait droit sur TF1 20h à M. Xavier Bertrand, à M. Juvin, à M. Barnier, à Mme Pécresse, à M. Denis Père, à M. Ciotti. Le LR, ils ont bénéficié de centaines d'heures sur tous les médias français, au détriment évidemment des autres candidats. Après, ça a été la primaire des Verts. On a eu Mme Sandrine Rousseau, M. Piolle, etc. Et tous ces gens-là, il n'y en a aucun qui est candidat. Il n'y a que Mme Pécresse et M. Jadot. Bon. Alors, au même moment, où il y a aussi des candidats comme Montebourg, par exemple, il a eu 5%, 4,8% du temps de parole à peu près entre juillet et décembre 2021, alors qu'il n'est pas candidat. Alors que quelqu'un qui est candidat, enfin moi par exemple, j'ai eu 0,02%. 0,002%. Alors que j'ai des chances d'être candidat. Madame Arthaud, elle est candidate, elle a quasiment rien. Donc ça va pas. Ça va pas. Et puis ce système permettrait aussi au passage d'empêcher le président de la République de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, il est 7h25, donc dans une demi-heure, on va avoir Monsieur Macron qui va nous faire une conférence où probablement il va annoncer sa candidature parce qu'il y est contraint par les éléments puisqu'il faut qu'il annonce sa candidature obligatoirement avant vendredi.
Avant le vendredi 4. Donc il est coincé par le temps. Il aura attendu le tout dernier moment. C'est pas bien, parce que pendant ce temps-là, il a joué un petit peu, vous savez, comme dans la fable de La Fontaine, la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Donc il a joué en permanence d'une ambiguïté sur son statut pour se faire mousser dans les médias, devant le public français, en sa qualité de président de la République, sans que ça lui soit comptabilisé dans la comptabilisation des temps de parole qui, par ailleurs, souffrent de handicap majeur. Voilà. Donc, je pense, pour résumer, que la liste des candidats définitifs devrait être établie plusieurs mois avant, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Au mois de juillet aux États-Unis, on sait quels seront les deux grands candidats du Parti républicain et du Parti démocrate, sachant qu'il y a beaucoup d'autres candidats d'autres partis dont on ne parle jamais aux États-Unis, comme d'ailleurs en France. Donc Parti républicain, Parti démocrate, ça c'est début juillet que ça se passe. Et puis ils ont juillet, août, septembre, octobre pour débattre. Voilà. Tandis que là, on va se retrouver devant cette situation que le 8 mars, le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats pour un premier tour le 10 avril, c'est-à-dire qu'il y a un mois. Et des gens qui ont été cachés jusqu'à ce moment-là ne peuvent plus remonter le handicap de notoriété qu'ils ont accumulé depuis des mois. C'est un des scandales de ces élections françaises, des élections qui sont délibérément, je n'hésite pas à le dire, délibérément truquées. Pour ce qui me concerne, j'observe en tout cas que je n'ai pas bénéficié des bonnes fées dont ont bénéficié d'autres candidats. Donc je pense que M. Bayrou, pour l'instant du moins, eh bien, je ne vois pas qu'il ait donné d'instructions pour me donner des parrainages. C'est d'ailleurs extraordinairement étonnant, pour ne pas dire davantage, de voir qu'un responsable politique financé par le contribuable puisse déterminer à qui il va donner des parrainages. Alors il se retranche derrière les sondages, mais enfin on sait également que les sondages sont tout sauf fiables. Ce sont des entreprises privées qui sont derrière. Moi, je sais, nous avons sur les parrainages, on a des témoignages, on en a même enregistré des témoignages de certains de nos adhérents qui, cette élection ou d'autres élections antérieures, on demande à notre adhérent ou à un sympathisant pour qui allez-vous voter? Alors ils disent Asselineau, ou bien pour qui avez-vous voté à la dernière élection? Donc ils disent Asselineau en 2017, ou bien l'UPR pour les élections européennes. Et puis après on dit pour les prochaines élections vous allez voter pour qui? Donc ils disent Asselineau, ou bien ils disent l'UPR. Et le responsable l'agent qui fait les interrogations à l'autre bout du fil dit malheureusement je n'ai pas ce nom dans ma liste, ça n'est pas testé. Donc il faut que vous donniez un autre nom. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. C'est comme ça. Et quand vous allez voir la commission des sondages, elle vous dit mais non, mais ça c'est la liberté d'expression de la presse. Voilà. On est dans cette situation en France. Ah oui, je savais pas ça. Effectivement, c'est surprenant. Mais d'accord. Sachant que par ailleurs, vous savez que les instituts de sondage sont quand même de moins en moins scientifiques pour toute une série de raisons. D'ailleurs, vous voyez bien, il y a quand même une incertitude assez incroyable sur tous les jours. On a des sondages qui donnent les candidats. Bon, il y a des grandes constantes, mais il y a des candidats, ça varie. Un jour, vous avez Madame Le Pen qui triomphe de tous ses concurrents à part Macron. Le lendemain, elle est à la peine, elle est dépassée par Zemmour. Après ça, c'est Pécresse qui était 2, puis après ça, elle est 5e. Enfin bon. D'ailleurs, l'expérience des élections régionales et départementales récentes ont montré que les sondages avaient été très gravement trompés. Alors, quand vous avez déjà, moi, je suis contre le fait de publier des sondages en période électorale, donc je trouve que c'est tout à fait inadmissible, parce que c'est des entreprises, en fait, de formatage de l'opinion publique, d'autant plus que lorsque l'on sait comment ça se passe, eh bien, si vous achetez des sondages, vous avez en général des meilleures chances d'être bien cotés. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe de Villiers qui avait expliqué tout le mécanisme dans un livre où il montrait comment, étant financé par Jimmy Goldsmith, il avait pu se payer des sondages favorables. Donc on est dans une espèce de contournement, enfin vraiment de diffusion de fausses nouvelles. Et donc quand on pense que déjà en soi ça formate l'opinion, mais quand on pense qu'en plus il y en a au CSA, par exemple, quand on va, enfin maintenant ça s'appelle l'ARCOR, mais quand je suis allé en compagnie de 2 avocats protester au CSA en expliquant que c'était quand même pas normal qu'ayant eu 1% à la présidentielle et 1,2% aux élections européennes, je n'ai que 0,002% de temps de parole dans les médias, ce qui change quand même beaucoup de choses, hein. Parce que par exemple sur Europe 1 ou sur RTL, depuis la présidentielle, j'ai eu droit à 0 invitation.
Or, j'ai fait 1,2% aux européennes en 2019. Donc, comme ces stations de radio publient, ont au moins une émission politique par jour, une interview le matin, le week-end, le samedi et le dimanche, ils ont des grands jurys, ils ont des tas de trucs. Il y en a au moins une émission par jour. Avec 1,2% appliqué à 365, je devrais être invité normalement par ces grandes radios, en gros 4 fois par an. À peu près 1,2% de 365, ça fait 4 fois. 4 fois. Une fois tous les trimestres. C'est pas énorme, mais ça correspond aux 1,2% de Français qui ont voté pour moi quand même. Bon. Eh bien donc, depuis 5 ans, depuis 2017, 5 fois 4, 20, disons 4 ans et demi, donc ça fait 18. J'aurais dû être invité 18 fois sur RTL, 18 fois sur Europe 1, etc. En pratique, j'ai été invité 0 fois en 5 ans. Sur RTL, 0 fois sur Europe 1, etc., etc. Pour le reste, c'est à peu près pareil. Donc, il y a un véritable problème d'accès aux médias et qui conditionne les résultats électoraux. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que cette élection est truquée. D'ailleurs, j'espère que j'aurai mes parrainages, mais si je n'ai pas mes parrainages, je vais procéder certainement, je vais y réfléchir nous allons réfléchir avec le bureau politique à la suite des événements, mais je compte bien maintenant informer les Français, avec l'expérience que j'en ai, de l'ensemble des trucages qui permettent en fait de vicier une élection et de vicier le résultat et le consentement des Français. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette interview. Au moins là, vous avez eu le temps d'exprimer tout ce que vous vouliez dire. Et merci beaucoup. Et puis, passez une bonne soirée maintenant, puisque l'heure est un peu avancée. Et bonne chance alors pour obtenir les 500 parrainages. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.